Bonjour et bienvenue. Nous allons commencer tout de suite cette présentation. Bon, comme vous voyez, nous sommes dans un bar connecté. D'ailleurs, quelqu'un voudrait une bière? Une bière à 10h du matin, c'est pas très comestible. Hein. Donc on n'a pas prévu que la présentation soit à 10h. Oui, c'est vrai. Bon, ma bière, en tout cas, elle est vraiment bonne. Hein. Ben, Et je viens juste de la finir. Je pense que je vais en commander une autre. Vas-y. 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 Hein. Alors... Je crois que ça s'est trompé. On va commander une bouteille d'eau. D'habitude, c'est plus rapide que ça, la commande. Ça ferait une bouteille d'eau. Bon, je pense que la commande vient de passer. Aïe. Ah oui, elle est Ah oui, passée. exactement. Oh, en tout cas, c'est super rapide. Merci beaucoup. Super. Et toi, Diana, tu veux pas lancer ta commande? Non, je suis désolée, j'ai du mal avec la bière à 10h du matin. Bon, c'est vrai. Par contre, je vais me prendre une bouteille d'eau. Ah oui, toi, t'es à l'eau, c'est plus healthy. Alors... Bon. L'eau, c'est plus compliqué? Ouais. Ça passe pas à l'eau, normalement, dans un bar. Bon, tant pis alors. Ah ouais, c'est bon. Eh ben, c'est bon. Exact. Le démarrage est un Parfait, peu alors. lent. Bon, comme vous voyez, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très sérieux. C'est comment faire un bar connecté. Non, mais en réalité, on va vous parler de... On va vous montrer que l'IoT et le cloud, ça fonctionne. Et on va vous montrer comment construire un projet IoT de bout en bout en utilisant des services cloud. Donc on va vous parler de Pi, de Edge, de Greengrass, de protocole, de deep learning, de IoT Core, de serverless, exactement, et plein d'autres choses. Plein de choses. Bon, mais d'abord, qui sommes-nous? Parce qu'on n'est pas seulement dans un bar. On n'est pas tout le temps dans un bar, non. Surtout pas à 10h du matin. En fait, moi, je suis Samé et je suis data scientist chez Xebia. Moi, c'est Yassir, data engineer chez Xebia aussi. Et je suis Diana, je suis développeur back. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? En effet, nous avons là un Raspberry Pi avec une caméra. Et il fait le rôle de la serveuse qu'on voit juste là. Et quand on place une bière en face de la caméra, il détecte que c'est une bière. Il passe la commande envers le bartender qui est dans le cloud. Et la commande est passée, quelqu'un l'a vue et la bière est servie. On va vous expliquer comment on a fait tout ça avec les technologies cloud. D'accord, mais avant de vous expliquer comment ça fonctionne, d'abord, pourquoi IoT et cloud? En fait, c'est quoi l'IoT? Mais je pense que cette question aujourd'hui ne se pose plus. On a tous entendu parler d'IoT au moins une fois durant ces 3 dernières années, et on a peut-être chacun déjà un objet connecté, une smartwatch ou le Nest. Et en fait, ce qui serait intéressant de dire, c'est quoi l'IoT aujourd'hui? Et l'IoT aujourd'hui, c'est partout. Ça sort de la maison connectée pour toucher tous les autres domaines. Donc aujourd'hui, on parle de machines connectées en industrie, on parle de voitures connectées ou d'avions connectés. On parle aussi de logistique connectée, suivi des ventes dans des magasins connectés. Donc l'IoT, elle est vraiment partout. Et ça implique aussi que le nombre d'objets connectés, en fait, il est en train d'augmenter d'une façon considérable. Et ça implique aussi qu'il y a des challenges qui sont présents et qu'il faut les résoudre. Donc, bien sûr, outre les challenges qui sont liés à la sécurité, on ne veut pas que nos objets soient hackés, à la privacy, on veut garder notre vie privée, ou par exemple aussi la privacy pour les entreprises. L'interopérabilité due à cette technologie qui est très diversifiée en IoT. Il y a aussi des challenges qui sont liés à la quantité de données qui sont générées par ces objets connectés. Donc on est en train de se poser des questions. Comment gérer toute cette quantité de données? Comment pouvoir extraire de l'information utile rapidement à partir des objets connectés? Et comment traiter des événements qui sont assez complexes d'une façon plus rapide? Donc, concernant l'industrialisation. Donc là, qu'on vous a montré, on a un seul capteur,
en face d'un cloud. Donc on aurait pu faire la démonstration un capteur qui va communiquer avec une machine à distance. Ça marche très bien. Mais là, ce qu'on veut vous montrer, c'est que l'IoT et le cloud, ça marche vraiment bien. Parce que, en réalité, dans les faits, une entreprise qui souhaite faire un projet IoT, c'est un projet industriel. Ce qui veut dire des milliers de capteurs qui, chaque jour, vont envoyer des dizaines de messages. En tout, ça fait des millions de messages par jour. Et donc, pour traiter toutes ces quantités de données, il faut une infrastructure back qui soit très robuste. Donc, cela se traduit par plusieurs machines, voire des dizaines, voire des centaines de machines à gérer. Il y a aussi les services qu'il faut développer et déployer. Donc, en gros, c'est un vrai casse-tête parce que gérer tout cela, ça prend plusieurs mois, plusieurs semaines. Et donc, l'entreprise, elle n'a pas que ça à faire. L'utilité de l'entreprise, c'est de traiter la donnée. C'est ça le but. Donc, en fait, ce qui est conseillé, c'est de passer au cloud. Parce que toute la gestion des machines, le déploiement des services est géré par le provider de cloud. Et donc, l'entreprise qui souhaite faire son projet industriel, elle s'occupe de l'essentiel, c'est-à-dire traiter la donnée. Donc, elle aura juste à développer du code pour pouvoir capter la donnée, la traiter et la stocker, et plus tard, la visualiser. Donc, c'est pourquoi il est avantageux de travailler sur le cloud. Donc, maintenant, on va vous présenter une architecture qui associe à la fois le cloud et l'IoT. Donc, voici cette architecture. Donc, il est pas mal, je trouve. Donc, à gauche, vous avez les devices qui, eux, se connectent à Internet grâce à des gateways, donc des passerelles. Donc, ça peut être des routeurs Wi-Fi, ça peut être des passerelles 2G, 3G, 4G ou autres. Donc, ces capteurs communiquent avec des gateways qui appartiennent à un opérateur réseau, donc qui a accès à Internet. Et après, pour pouvoir communiquer avec une plateforme IoT, donc sur la droite, comme vous pouvez le voir, il faut des protocoles qu'on va voir. Donc à partir de là, les capteurs communiquent sur Internet avec une plateforme IoT et par la suite, on peut visualiser la donnée. Pour revenir en arrière, donc dans notre cas, comment ça se traduit? Donc là-haut, vous avez un pipeline qui résume ce qu'on j'ai dit précédemment. Donc le capteur, la gateway, Internet, la plateforme IoT et la partie visualisation. Donc dans notre cas, comment ça se traduit? À gauche, le capteur, c'est la caméra, où on a installé le logiciel Greengrass, qui permet de faire, comme Samy va l'expliquer, du Edge. La gateway ici correspond au Raspberry Pi. Et la plateforme IoT, c'est AWS IoT Core. Et la partie visualisation, on a créé une application web à partir de Node.js pour pouvoir visualiser ce que vous avez vu tout à l'heure, des bières et des bouteilles d'eau, avec le compte. Voilà. On va détailler partie par partie, et à chaque fois, on va expliquer comment la démo fonctionne. Et pour cela, on a utilisé essentiellement la technologie Amazon et on a aussi testé Azure. Ce sera les deux technologies essentielles qu'on va expliquer lors de ce talk. Et donc, pour revenir à la partie Edge, la partie Edge, c'est quand on est à côté des devices. Donc, quand on parle de Edge, on est vraiment à ce niveau-là. Donc, on est vraiment proche des objets connectés. Et en fait, dans un système cloud classique, on va avoir tendance à envoyer toute la donnée au cloud et faire le stockage, le traitement de la donnée au niveau du back-end du cloud. Quand on parle de Edge Computing, en fait, on va faire plus de traitement de données côté device et on va envoyer juste un tout petit peu de données au cloud. En fait, le cloud, il va récupérer le résultat des traitements de données de chaque device. Et il va soit faire d'autres traitements de son côté, ou juste il va jouer le rôle d'un relais pour les utilisateurs finaux. Et du coup, on réduit énormément la quantité de données qui est envoyée au cloud. Et si on veut avoir une définition, c'est quoi le Edge Computing? En fait, on va dire que c'est une méthode pour optimiser le calcul au niveau du cloud en exportant le processing de la donnée vraiment proche des devices, sur les extrémités du réseau. Et ça, le Edge Computing, il a énormément d'avantages. Donc, il permet déjà de décentraliser le processing de la donnée. Tout ne se fait plus au niveau du back-end du cloud, mais au niveau des devices. Ça permet d'améliorer la reliabilité du système. Aussi, comme on a dit, on va processer la donnée vraiment à côté des objets connectés. Et du coup, on va processer plus rapidement et on va plus extraire de l'information utile à envoyer au cloud.
On n'envoie pas beaucoup de données au cloud. Du coup, ça permet de réduire aussi, on utilise peu de bandes passantes et on a moins de latence. Dans certains use cases, les entreprises n'ont pas envie forcément d'envoyer leurs données au cloud. En fait, ils vont avoir des activités où ils veulent garder la confidentialité, garder la privacy de leurs données. Et donc, avec le edge computing, ils vont pouvoir faire du traitement local et juste envoyer l'information utile au cloud. Dans le use case qu'on vient de voir, le edge computing se fait au niveau de Raspberry Pi et de la caméra. Donc, au niveau de Raspberry Pi, pour faire du edge computing, comme je dis, on a utilisé des services cloud de Amazon, essentiellement un service qui s'appelle Greengrass. C'est un service qui est sorti maintenant il y a 2 ans, je pense fin 2016, donc c'est assez récent, et qui permet d'étendre les capacités du cloud au niveau du device. On va déployer essentiellement ce qu'on appelle un Greengrass Group. Donc un Greengrass Group, en fait, il va définir des paramètres à donner à un Greengrass Core et des devices qui vont communiquer avec le Greengrass Core. Et le Greengrass Core, c'est un software qui va être déployé dans un device. Donc dans notre cas, ça va être le Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, il est en train de communiquer avec la caméra. Et il va pouvoir lancer un ensemble de fonctionnalités au niveau des devices. Donc il va pouvoir lancer des fonctions lambda, des traitements de la donnée. Il va aussi sécuriser la communication entre le cloud et les devices. Il va aussi gérer tout ce qui est messaging entre le cloud et les devices, par exemple le MQTT, et d'autres features qu'on va détailler par la suite. Donc là, c'est l'interface qu'on va voir côté Amazon. Tout se fait, toute la programmation, tout le paramétrage se fait côté back-end de Amazon. Donc on peut accéder au service Greengrass, on peut instancier un groupe dans lequel on va instancier un core, on va lui dire c'est quoi les appareils avec lesquels il va interagir, on va définir nos fonctions lambda, les ressources, et puis on va faire un déploiement sur le device. Donc j'ai parlé des features, et il y a énormément de features qui sont offertes par Greengrass, notamment les fonctions lambda. Donc tous les traitements qu'on veut faire en local sur les devices peuvent être codés en fonction lambda et puis déployés en local sur les devices. On peut faire du messaging, par exemple, envoyer des messages en MQTT vers le cloud. Il y a aussi la fonctionnalité de Shadow. Donc on peut avoir une représentation virtuelle de mon device qu'on va garder en mémoire. Et dès qu'on a la connectivité, on va la synchroniser avec l'état du device dans le cloud. Et bien sûr, il va pouvoir gérer facilement tous les aspects de sécurité, les certificats, etc. Une autre feature qui est offerte par Greengrass, c'est la partie inférence. Donc, il nous permet de déployer des modèles de machine learning facilement sur les devices. Les modèles de machine learning, donc, on peut les définir sur un service de Amazon qui s'appelle SageMaker. Donc, c'est une plateforme qui permet de créer et de déployer rapidement des algos de machine learning. Ou alors, on peut aussi développer notre modèle à côté. On peut le mettre sur S3 et puis on peut l'appeler depuis S3. Donc, le modèle, on va le mettre dans une fonction lambda. On va le packager. Et puis, on va le déployer sur le device. Donc, dans notre cas, c'était le Raspberry Pi. Et on a déployé un modèle de reconnaissance d'image. Donc, on a déployé un modèle, un réseau de neurones qui est inspiré d'un modèle connu qui est assez léger pour les devices à capacité restreinte. Donc, le modèle s'appelle SqueezeNet. Enfin, il est inspiré du modèle qui s'appelle SqueezeNet. Et ce qu'on fait, c'est que donc on met la boisson, il va extraire des features, et puis il va l'envoyer dans notre modèle de réseau de neurones. Il va faire de la reconnaissance et nous sortir qu'il a plusieurs propositions, et on prend la première. Dans notre cas, c'était la bouteille de bière. Notre modèle, il tourne sur une plateforme qui s'appelle MXNet. C'est comme, ça ressemble à TensorFlow. Et notre modèle est stocké sur S3, il est appelé depuis S3 pour être déployé sur le Raspberry Pi via la fonction lambda. Ok, donc dans cette partie-là, c'est la partie protocole. Donc Sami vient de vous expliquer les calculs, les traitements qu'on fait dans le capteur. Donc quand même, maintenant, il faut faire communiquer ce capteur avec le cloud pour échanger ces données. Donc dans notre cas, le capteur, c'est la caméra, et la gateway, c'est le Raspberry Pi.
Donc la communication, comme ici c'est le carré rouge, la communication ici se fait via le câble électrique. Donc, tu peux passer. Donc comme je l'ai dit, la communication se fait avec le câble électrique, mais dans la réalité, la communication entre un capteur et une gateway peut se faire de différentes façons. Donc il y a soit sur un support électrique, le CPL, donc il y a le type de communication, ça peut être du G3CPL, G3PLC, ça peut être aussi d'autres choses. Il y a aussi des communications sur le support radio. Et donc là, on pourra envisager les communications sur du cellulaire, la 2G, 3G, 4G, ou sinon des protocoles pour le bas débit, LoRa et Sigfox. Dans notre cas, on ne pourra pas utiliser LoRa et Sigfox parce qu'on échange des images, mais imaginons un capteur qui envoie juste des petites données, on pourra utiliser ces protocoles. Donc après, par la suite, donc là, à partir de ce moment-là, le capteur qui communique avec la gateway peut accéder à Internet. Maintenant, il faut faire communiquer ce capteur avec la plateforme IoT. Et donc c'est là où les protocoles applicatifs interviennent. Donc ici, dans notre cas, donc la gateway communique avec AWS IoT Core, donc le service sur AWS qui s'occupe d'interagir avec le monde de l'IoT. La gateway communique avec ce service avec le protocole MQTT. Ce protocole est dédié à l'IoT. C'est basé sur le principe de messagerie. Donc le Raspberry Pi va publier un message dans une messagerie, un broker en anglais, ça correspond à une boîte aux lettres si vous voulez. Et après, d'autres services au niveau de AWS vont aller chercher dans cette boîte aux lettres les messages envoyés par le Raspberry Pi. On pourrait envisager d'autres alternatives à MQTT. Donc, les protocoles que vous voyez en bas, c'est vraiment des protocoles qui sont dédiés à l'IoT. Donc on pourrait envisager le WebSocket, le COAP, le XMPP, ou sinon les API REST basés sur du HTTP, ou encore le AMQP pour vraiment l'IoT, mais beaucoup plus robuste. Donc, bon, finalement, le message est arrivé. Qu'est-ce qui se passe après qu'il arrive? Il arrive où? C'est quoi les contraintes ou c'est quoi les choses qu'on doit prendre en compte dès qu'il arrive? Au début de la présentation, on a parlé des challenges de l'IoT et c'est là qu'on peut les trouver. On est déjà dans la partie finale de notre dessin, de notre architecture. Et à la fin, on s'est dit il y a pas mal de fournisseurs IoT. Il y a des constructeurs de devices qui ont ses propres plateformes. Il y a des fournisseurs cloud qui ont des plateformes IoT. Mais pourquoi c'est un bon business et qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir dans un fournisseur pour dire je vais prendre celle ou celle plateforme ou je vais le faire par moi-même? Bon, normalement, tous ces fournisseurs ils offrent trois choses très importantes. Un registre, qui est une manière de contrôler mes devices, de les lister. Un outil de gestion de mes devices. Et finalement, des manières pour faire l'analyse des données ou des messages qui ont arrivé de mon device. Quand on parle de la partie registry, j'espère avoir une liste de devices. Si on parle d'industrialisation, on peut avoir potentiellement des milliers de devices, de dispositifs. Je voudrais aussi pouvoir les indexer, avoir comme une base de données dans laquelle je puisse aller chercher après les devices et que je puisse avoir information additionnelle et métadata associés. Sur Amazon, on a ça, sur Azure aussi. Et ça, c'est à peu près ce qu'il montre Amazon. On a un outil où on peut lister les devices qu'on a. On a la jolie bartender ici, que c'est la serveuse, on l'appelle bartender. Et on a un autre Raspberry juste à côté, que c'est celui de la fin. Et chaque fois qu'on fait la création d'un groupe Greengrass, tous les devices à l'intérieur du groupe sont agrupés dans un device là. Ce n'est pas un device, c'est un groupe de devices là. C'est des devices Greengrass. Quand on va parler de gestion, comment on va gérer ça, je voudrais que la communication soit secure.
qu'il y a un moyen de faire une authentification et autorisation. Il peut y avoir potentiellement beaucoup de messages. Je veux m'assurer que les messages que je reçois sont de devices qui m'appartiennent. Je veux assurer la transférence des données, que les données arrivent dans un certain moment. Et je voudrais pouvoir avoir customiser l'architecture IoT. Et aujourd'hui, il y a un concept que la plupart des fournisseurs ont, que c'est le concept de Digital Twins. Et ce concept, c'est très intéressant. Et je vais vous faire une petite démo pour montrer comment ça marche. Et comme je vous avais dit, juste derrière, il y a un autre Raspberry Pi. Il est en train il a une caméra aussi. Il est en train de voir la partie derrière de la table pour détecter s'il y a un verre ou pas. Je vais vous montrer dans un petit moment ici. Juste pour rappel, le capteur se trouve ici, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est ça qu'il regarde à ce moment-là. On n'avait pas assez de place sur la table pour le mettre, alors c'est pour ça qu'on l'a dû mettre à côté. Et ce n'est pas très intelligent, ça. Alors, ça ne sert pas à grand-chose. Et on va dire, on va arrêter le service pour ce capteur-là. Alors, on va s'en servir du Shadow. Et je reviens à la présentation. Alors, une fois que je vais faire un clic ici dans ce bouton, je vais arrêter le service de mon Raspberry. Je clique, pardon, parce que je n'ai pas cliqué. J'ai cliqué sur le bouton et je ne suis pas assez vite pour montrer que je juste affiche une image où il dit « Sorry, le bar est fermé ». L'IP est la même. Le software, quand il détecte que le shadow, que l'état a changé, il simplement arrête d'afficher la caméra et il montre tout le temps cette image. Je reviens à la présentation. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Le Raspberry a un état sur lui. Et sur le cloud, on a une copie de cet état à votre droite, là, où il dit Twin. C'est la copie de cet état. Et sur Amazon, ce concept de Twin s'appelle Shadow. Et c'est à peu près ça. Il a un état desired, que c'est celui que l'utilisateur qui est derrière le cloud veut, et un état reported. Dans ce cas, l'état du bar est ouvert. Et les deux états sont les mêmes dans le Raspberry et dans le cloud. Et quand je dis, je veux fermer les bars pour cette service, je dis, je veux changer le desired état. Et je l'ai changé pour ça. Je dis, je veux que l'état de bar pour cette Raspberry soit fermé. Et automatiquement, la plateforme IoT a créé un delta. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, c'est la plateforme qui est en charge de changer ça. Il s'en charge d'envoyer les messages de changement d'état vers le Raspberry. Et le Raspberry le reçoit, il change son état et il reporte le nouveau état au cloud et les deux états sont pareils. Et normalement, il y a une confirmation, mais on ne voit pas ça. Comme utilisateur, comme développeur, je ne vois pas ça. Et c'est ça, c'est assez convenient parce qu'une fois qu'on a une garantie que les deux états sont synchronisés, et chaque fois que moi, dans le cloud, veux savoir dans quel état se trouve le Raspberry,
mon device. Simplement, je vais requêter les shadows ou les twins à niveau local, dans le cloud. Je ne dois pas aller jusqu'au dispositif. Finalement, une chose qu'on s'attend aussi, c'est de pouvoir déclencher des événements cloud pour pouvoir gérer les données et les messages qui arrivent à notre plateforme. Normalement, tous les gros fournisseurs ont des fonctions as a service, serverless, qu'on connaît, et qui sont des fonctions qui se déclenchent à partir des événements sur des services managés. Comme les plateformes IoT sont des services managés, une fois que le message arrive, le message du device arrive, on peut déclencher les fonctions et des fonctions qui font stocker sur des bases de données, comme on a vu tout à l'heure, ou faire des actions plus complexes. Et là, voilà un exemple d'une fonction de configuration pour notre service. On a un événement qui est déclenché pour IoT et après, on fait des événements sur IoT et on stocke sur les logs. OK. Donc maintenant, ce qu'on vient de vous montrer, c'est une démonstration avec AWS. On a fait la même chose aussi avec Azure, le cloud de Microsoft. Donc, pour résumer ce qu'on a fait sur AWS et aussi sur Azure, donc, il y a deux schémas. La partie haute, c'est le schéma qui a été fait avec AWS et en bas avec Azure. Donc, avant de commencer notre démo, au tout début, on voulait comparer les deux providers de cloud parce que c'est ceux qui sont les plus importants sur le marché et qui proposent les meilleurs services par rapport à l'IoT. Donc au début, on voulait voir si vraiment c'était très différent ou si c'était à peu près la même chose. Bon, on s'est rendu compte que c'était quasiment la même chose, qu'ils proposaient les mêmes services. Mais c'est juste au niveau du développement du code et du déploiement que c'est très différent. Donc juste pour résumer ce qui a été dit précédemment, donc sur AWS, on a à gauche le Raspberry Pi avec le capteur. C'est là où on a installé le service Greengrass qui permet de faire du edge computing. Puis, ce Raspberry Pi peut communiquer via MQTT avec le service AW IoT Core, comme vous pouvez le voir juste au bout de la flèche. Ce service-là permet d'enregistrer, de capter les messages en provenance des capteurs. Après, lorsque un message est arrivé, ça déclenche un événement, comme l'a expliqué Diana, et ça déclenche le démarrage d'une lambda. C'est la lambda qui se trouve juste en haut, qui, lui, va exécuter une fonction pour traiter le message. Donc le message est traité, puis stocké dans une base de données qui s'appelle DynamoDB. Donc sur la droite, on a un service qui s'appelle API Gateway. C'est en fait un serveur web qui permet d'exposer des données stockées en base de données. Donc nous, avec des requêtes HTTP, on peut demander les données qui sont en base. C'est ce qu'on vous a montré sur l'application web. Donc là, pour faire le comparatif avec Azure, on a à peu près les mêmes services, c'est juste des noms différents. Mais comme je l'ai dit, c'est le code, les langages de programmation et le déploiement qui sont différents. Donc le Raspberry Pi, le service comparé à Greengrass s'appelle IoT Edge. Là, il y a des grosses différences, on pourra en revenir plus tard. De la même façon, ce Raspberry Pi communique en MQTT avec le IoT Hub, l'équivalent de IoT Core avec AWS. Puis, ça déclenche un événement, encore une fois, qui déclenche une fonction serverless, ou chez Azure, ça s'appelle Functions. Et les données traitées sont stockées dans une base de données. L'équivalent de DynamoDB pour AWS s'appelle DocumentDB sur Azure. Et de la même façon, on a exposé via un service qui s'appelle API Management, l'équivalent de API Gateway, les données en base de données. Donc avec des requêtes, encore une fois, HTTP, on peut récupérer ce qui est stocké en base. Donc, en résumé, ce tableau vous expose ce qui a été dit dans le slide précédent. Donc on ne va pas s'attarder énormément là-dessus. Donc vous pouvez revenir là-dessus plus tard. Mais là, c'est tous les noms des services qui ont été utilisés, l'équivalent sur AWS et sur Azure. Donc maintenant, le retour d'expérience. Pour la partie déploiement, on a comparé à Amazon et Azure. C'est assez
différent. On a divisé ça en deux parties. La partie Edge. Sur la partie Edge, c'est beaucoup plus facile sur Azure. Ce sont des Docker. Exactement. En fait, sur Greengrass, on fait du développement sur le Raspberry Pi. Donc, par exemple, on a tout fait sur Python. On a dû utiliser du Python 2.7. Sur Python 3, on ne pouvait pas le faire parce que Greengrass ne permet pas de le faire. Alors, sur Azure, c'est complètement différent. La philosophie est différente. C'est en gros, on installe un démon IoT Edge. Et après, au niveau du cloud, on va développer des services, des images Docker. Et ce IoT Edge va pouvoir télécharger ces images Docker et installer des conteneurs sur le Raspberry Pi. Donc c'est complètement différent et c'est beaucoup plus facile. Donc on peut, dans ces images Docker, installer tout ce qu'on veut et c'est complètement transparent. Pour la partie Edge, Greengrass sur Amazon, il faut déployer, créer des lambda, installer tous les software dans les devices. Et chaque mise à jour, il faut le faire à la main. Oui, et ça prend du temps. C'est très lent. Et par contre, pour le déploiement des services qui ne sont pas Greengrass ou Edge, Azure, c'est très branché à ces outils. C'est plus facile si vous savez Visual Studio. Avec Amazon, c'est beaucoup plus facile si vous allez utiliser la technologie que vous voulez. En effet, sur AWS, on a un service qui s'appelle CloudFormation qui permet de rédiger dans un fichier de type JSON ou YAML tous les services qu'on veut utiliser et leur interaction entre les services. Et on a juste à donner ce fichier-là au service CloudFormation et c'est lui qui va s'occuper d'installer et de faire démarrer tous les services entre eux. En termes de documentation, par rapport à notre expérience, donc là, on est juste en train de vous faire un feedback par rapport à notre propre expérience. Les deux ont une bonne documentation. Pour commencer, si on ne connaît pas du tout les services, donc on a énormément de tutoriels, on a énormément d'exemples, on a du code qu'on peut directement prendre et déployer. Donc c'est pour ça, pour nous, c'était à peu près équivalent pour les deux providers. Attention, je vous conseille d'utiliser toujours la version anglaise parce qu'on a trouvé des surprises. Par exemple, pour Amazon, la version anglaise et française n'étaient pas pareilles. Il y avait des choses qui manquaient dans la version française de la documentation. Donc c'est bon à savoir. En termes de développement, sur Amazon, on peut utiliser, ce sont des lambda. Normalement, on devrait pouvoir utiliser tous les langages qu'on peut réutiliser des lambda pour la partie Greengrass. Mais pour les parties Greengrass, ce n'est pas vrai. On doit utiliser Python 2.7, pas 3, ou Java, ou Node. Il n'y a plus d'autres options. Sur les lambda, vous pouvez faire par exemple en Go. Ce n'est pas possible de faire pour Greengrass. Après, sur Azure, c'est un peu différent. La partie serverless, il y a de grosses limitations. En gros, de base, on peut faire du C# ou du Node.js. Mais par contre, pour les autres langages de programmation comme Python, c'est encore en version bêta. Donc, nous, ce qu'on avait montré tout à l'heure, c'est la partie IoT Up, qui est l'équivalent de IoT Core. Vous pouvez déclencher des événements et lancer du serverless. En fait, si on veut développer des fonctions serverless sur Azure en Python, on ne peut pas avoir un événement directement entre IoT Hub et le serverless. Il faut ajouter un service supplémentaire pour pouvoir faire la transition. Et pour la partie debugging, les deux sont équivalents aussi. C'était un peu pénible. Par exemple, pour AWS, pour débugger sur Greengrass, les logs n'étaient pas forcément très verbeux. Donc, il fallait comprendre les messages et puis aller chercher aussi sur Internet, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de retours expérience parce que le service est assez récent. Donc, poster des messages sur Stack Overflow, attendre les réponses, ou alors aussi contacter le service d'Amazon. Donc, c'était une partie un peu difficile, mais finalement, si on pose des questions, par exemple, à service d'Amazon, ils nous répondent vite et ils essayent de débloquer. Mais vu que c'est des services qui sont assez récents, effectivement, c'est difficile de débugger sur ça. Merci.
Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Aucune. Alors en attendant que vous vous chauffiez un petit peu, moi j'en avais une. Vous nous avez parlé pas mal de Greengrass, un petit peu de IoT Edge. C'est quoi pour vous les gros avantages d'utiliser du Greengrass sur un projet IoT par rapport à IoT Edge et Azure? En fait, l'avantage de passer par Greengrass, par exemple, si on parle des services Amazon, c'est que tout est packagé ensemble. Déjà, c'est facile. On va définir tout ce qu'on veut déployer dans un device au niveau du back-end du cloud. On va passer par les API de Amazon, donc c'est très facile de définir le groupe, le noyau, mes fonctions lambda. On va utiliser les services de Amazon. Et ensuite, on va packager tout ça et on va le déployer sur le Raspberry Pi, dans notre cas. Et c'est plus facile que d'aller prendre, sachant qu'on peut déployer plusieurs fois, on peut faire des mises à jour des versions à déployer, tout est versionné. On peut aller rapidement modifier le code et puis redéployer. Et c'est plus facile que d'aller directement sur les devices et puis essayer d'installer chaque chose, de construire mon noyau qui va appliquer toutes les fonctionnalités. Donc ça facilite énormément le développement au niveau des devices, finalement. En plus de ça, la partie sécurisation des communications entre le cloud et les devices, c'est vraiment très facile avec Amazon. Donc, les certificats sont aussi déployés avec le groupe et puis toutes les communications sont facilement sécurisées. Il y a un autre avantage aussi, c'est que potentiellement, vous pourrez avoir votre propre mini-cloud Amazon avec des devices par vous-même. Profiter des lambda et des fonctions de service et tout ça à l'intérieur des devices, des dispositifs, et communiquer parmi eux sans besoin de passer les messages à cloud pour qu'ils soient traités. Excusez-moi, vous avez dit que le service Edge de Amazon, lui, il gérait la communication sécurisée avec le cloud. Et IoT Core, il fait la même chose ou pas? Il a les mêmes fonctionnalités, il gère tout? En fait, oui, parce pour pouvoir communiquer avec IoT Core, il faut avoir un certificat. D'abord, dans un premier temps, tu provisionnes le device sur IoT Core. Et donc, ça te permet de générer un certificat de sécurité. Et ce certificat de sécurité, tu l'installes au niveau du Raspberry Pi. Et le Raspberry Pi doit utiliser ce certificat pour pouvoir communiquer avec IoT Core. Donc, sans certificat, on ne peut pas. Et après, sur Azure, c'est un peu différent. On a une connection string. En gros, c'est un bout de string qui permet de pouvoir communiquer. Donc, c'est une clé de sécurité. En fait, sur AWS, c'est un certificat, un fichier. Alors que sur Azure, l'équivalent, c'est juste une clé. Voilà. Ouais. Merci d'abord. C'est surtout sur la partie Edge. Ce que j'ai pas bien saisi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire sans être connecté à Internet et qu'est-ce qu'on peut faire en étant connecté à Internet. Donc un petit peu la séparation entre le monde Edge Computing et Cloud. En fait, justement, l'avantage du Edge, c'est qu'on peut tout faire sans être connecté à Internet et sans être connecté en permanence au back. Donc, tout le lancement des fonctions, genre, par exemple la reconnaissance, qu'on a montré tout à l'heure, des images. Donc, tout ça peut se faire en offline. On peut stocker des états des devices aussi en offline. Tout peut être fait sans être connecté à Internet. Et une fois qu'on est connecté, on va envoyer les données qu'on a besoin d'envoyer au cloud. On va mettre à jour les états des devices si besoin. On va mettre à jour des devices si on veut. Donc, toutes les features que j'avais montrées tout à l'heure côté Greengrass, en fait, elles peuvent être exécutées sans être connectées à Internet. En fait, quand elle parle de données, c'est les résultats des traitements qu'on a exécutés sur le Edge. Au lieu de faire ces traitements dans le cloud, on le fait directement dans l'objet, parce que ça évite au cloud de le faire.
Et après, voilà, on génère juste les données. Donc par exemple, dans notre cas, ce qu'on a envoyé, c'était juste les données, les résultats de la reconnaissance. Mais ça, on peut faire la reconnaissance en offline et dès qu'on est connecté, on envoie les résultats après. J'ai pas entendu. Est-ce qu'on aurait pu avoir aussi du coup, la partie caméra directement sur le Edge, enfin juste la visualisation finalement, d'avoir si c'est si simple, enfin si tu as un truc hyper simple à faire, d'avoir tout sur le Edge finalement, et de dire que tu envoies potentiellement que des traces ou... Le fait de afficher le streaming de la vidéo, ça c'est une fonction qui est avec l'API de l'API Caméra qui permet de capturer des streams de vidéos. Et c'est codé dans une fonction lambda qui est déployée après sur le Pi, qui peut fonctionner sans être connecté au réseau. Et après, la reconnaissance, elle est envoyée dès qu'on est connecté. Parce que l'écran est directement connecté au capteur. Oui, donc on aurait pu afficher aussi directement sur l'écran sans envoyer sur le cloud, la reconnaissance. Ah oui, tout à fait. L'image n'est pas envoyée sur le cloud. En fait, tout ce qui a été fait sur tout ce qu'on a montré, la démo, elle est en local. On n'a rien envoyé. La seule chose qu'on a envoyée au cloud, c'était une fois qu'on a reconnu, on envoie au cloud juste, voici, on a reconnu une bière, et lui, le cloud, il lance une commande. Mais toute la partie lancement du flux vidéo, prise de l'image, reconnaissance, c'est complètement l'écran est connecté en déconnecté du cloud. L'écran est connecté en HDMI avec le Raspberry Pi. C'est pour ça qu'on arrive à voir le flux vidéo. Et donc là, sur le Raspberry Pi, il y a le Edge qui permet de faire la reconnaissance d'image via la caméra. Donc ça fait un traitement. Ce traitement, ça donne des scores sur ce qui a été découvert, par exemple un score pour une bière, un score pour une bouteille d'eau ou autre chose. Et ce résultat est envoyé vers le cloud. J'ai pas entendu. La partie cloud, on envoie juste la reconnaissance. Mais il n'intervient en rien d'autre. Est-ce qu'on a encore le temps pour une ou deux questions? 3 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Pour la partie Greengrass, donc exécutée sur le device, quelles sont les limitations? Quel type de langage on va utiliser par exemple? Bonne question. Alors en type de langage, on a utilisé essentiellement du Python. Python 2.7, parce qu'il n'accepte pas encore Python 3. Sinon, en d'autres langages, on aurait pu faire du Node, Node.js et Java 8. Ouais. En fait, c'est encore limité en termes de langage, et même en termes de version qu'on peut déployer. Par exemple, pour faire de la reconnaissance d'image, on a utilisé un framework qui s'appelle MXNet. On aurait pu aussi utiliser un autre framework qui s'appelle TensorFlow, mais les versions ne sont pas les plus récentes forcément. Donc ça, c'est un peu des contraintes qu'on peut avoir si on veut l'associer à d'autres projets qui utilisent d'autres versions plus récentes. Mais je pense qu'ils vont faire des mises à jour dans les jours à venir. Juste pour rebondir sur la partie Azure. Sur Azure, on installe des conteneurs Docker. Là, il n'y a pas de limitation de langage, vu que c'est complètement abstrait pour le IoT Edge. Ok. Est-ce qu'il y en a une dernière? Non. Eh bien, merci pour eux, beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.